Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment, 16 avril 2026. La guerre continue, forte pression dans les bureaux d'Israël et des États-Unis pour chercher un cessez-le-feu qui permette de gagner du temps, non pas de finir la guerre, mais de gagner du temps pour ce que nous annonçons depuis un moment. L'arrivée du coup final de l'étape finale pour vaincre l'Iran. Vaincre? Tout est actuellement sur la table. Tout se passe en ce moment, famille. C'est stratégie militaire, c'est parti! Famille, bonsoir, bienvenue dans Stratégie militaire. 1 heure 2 minutes en Espagne, on est déjà le 16, nous n'avons pas fait d'émission. Le 15, 60 minutes après le 15, nous ouvrons l'émission. Pourquoi? Pourquoi tant de choses se sont-elles passées le 15 avril? Que nous avons pratiquement besoin de 24 heures pour comprendre, analyser et ne pas nous tromper dans nos calculs. Je vous souhaite la bienvenue à Stratégie militaire. Merci beaucoup. Vraiment, vous adorez la musique de l'intro. Moi aussi, c'est l'une de mes préférées et je pense qu'elle reflète bien la situation dans laquelle nous nous trouvons. Guerre, guerre épique, fureur épique, moi je l'appellerais guerre épique. Une guerre épique que mène Israël au Liban depuis déjà plusieurs semaines. Avec 5 divisions, rien de moins que 5 divisions qui combattent en ce moment même à l'intérieur du Liban, avec l'armée de l'air, avec le soutien de la marine, maison par maison, et aujourd'hui, nous allons voir des images incroyables. De plus, nous avons aussi en exclusivité de l'artillerie de campagne de la part du Hezbollah, ce que vous entendez. Le Hezbollah nous montre pour la première fois des bunkers avec des pièces d'artillerie. De l'artillerie de fabrication russe ou chinoise. Tirant sur le nord d'Israël, c'est incroyable, contre des civils dans le nord d'Israël, des civils. Pendant ce temps, il y a des gens dans certains pays qui minimisent le rôle d'Israël. Nous avons aussi, et attention à cela, de nouvelles images du pape, de nouvelles déclarations, de nouvelles histoires de Léon XIV qui est arrivé au Cameroun. Espérons que son arrivée au Cameroun, en Afrique, permettra à quelqu'un de l'informer qu'il y a des persécutions de chrétiens en Afrique et que l'Église doit prendre des mesures immédiates pour protéger la communauté chrétienne au Nigeria, au Niger et dans toute l'Afrique. Soudan, ni dans de nombreux pays où les chrétiens sont persécutés jour après jour. Des situations incompréhensibles. Comment pouvons-nous être aussi préoccupés par ce qui se passe au Liban, par ce qui se passe en Iran, mais très peu préoccupés par ce qui se passe en Afrique? L'Afrique, ce grand désastre colonial oublié de tant de pays. Et qui, sans aucun doute, représente un risque pour la sécurité mondiale à l'avenir. Bienvenue sur Stratégies militaires, la famille. Vous savez déjà que si vous aimez le contenu, paypal.me/stratégie militaire est notre Paypal. Merci pour ces Paypal que vous nous envoyez. Merci beaucoup pour votre précieuse collaboration. Les super chats sont ouverts pour vos commentaires et nous allons les activer aujourd'hui pour voir ceux de la communauté. Qu'en pensez-vous? Selon vous, là, qu'est-ce que c'est tout ça? La journée commençait de la manière suivante. Nous allons commencer en douceur. Ou pas? La journée commençait de la manière suivante. Des médias proches de l'Iran et du Hezbollah parlent d'un cessez-le-feu imminent entre Israël et le Liban. Entre Israël et le Hezbollah. L'Iran a laissé entendre que pour qu'il y ait une nouvelle série de négociations entre les États-Unis et l'Iran, il doit y avoir un cessez-le-feu total au Liban.
Et en plus, aujourd'hui, précisément aujourd'hui, arrivé en Iran. La délégation du Pakistan. Le commandant de Campo Munir enlaçait Arachi dans une étreinte. Il semble que quelque chose se trame en coulisses entre le Pakistan et l'Iran. Il se passe quelque chose. Mais il y a bien plus encore. Beaucoup, beaucoup plus. Regardez bien la vidéo. Un avion F4 d'Iran, survolant Téhéran. Un avion F4. Un avion de chasse iranien survolant Téhéran. Ce n'a pas été le seul. On a également vu un MiG-29 escorter la délégation pakistanaise à son arrivée en Iran. Donald Trump a assuré et assure également à la Syrie que la force aérienne iranienne a été détruite. Eh bien, au moins, les potoses, il lui reste 2 avions. À notre connaissance. Cela signifie qu'elle n'a pas été totalement détruite. Première mauvaise nouvelle pour les États-Unis et leur propagande. Propagande de guerre, comme tout le monde en a. Dans laquelle, évidemment, le fait qu'il y ait encore des avions qui volent en Iran, des avions de combat. Cela pose un problème. Un problème parce que, dans ce cas, il n'y a pas de maîtrise totale du ciel. Ils continuent à avoir une certaine capacité. Très limitée, bien sûr, très limitée, aérienne, mais cet argument de propagande, dire que nous avons anéanti leur marine, leur force aérienne, leur radar et leur armée, n'est plus crédible. Ce n'est pas crédible, mais ce qui est crédible ou ce qu'il était. Et maintenant, nous allons analyser comment s'est déroulé aujourd'hui le blocus naval. Nous allons commencer à nous habituer à faire des directs le soir. Je vous préviens déjà, commencez à changer les horaires que vous avez avec nous, parce que nous allons commencer le soir. Analysez tout ce qui se passe la journée. Blocus naval. Nous écoutons l'audio. Les États-Unis ont annoncé le blocus officiel des ports et zones côtières iraniennes. Ceci est une action légale. Il est conseillé à tous les navires de retourner immédiatement au port s'ils sont en train de partir et d'interrompre leur transit vers l'Iran si c'est leur prochaine escale. N'essayez pas de franchir le blocus. Les navires allant ou venant d'un port iranien seront arraisonnés et saisis. Faites demi-tour et préparez-vous à être arraisonnés. En cas de non-respect du blocus, la force sera utilisée. Toute la marine américaine est prête à imposer le respect du blocus. Les États-Unis annoncent le blocus officiel des ports iraniens. Ceci est le message radio sur le canal 16 dans la zone du Golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, de la part d'un destroyer de la marine des États-Unis d'Amérique, avec le message suivant. Écoutons-le. Les États-Unis ont annoncé un blocus officiel des ports et des zones côtières de l'Iran. Il s'agit d'une action légale. Il est conseillé à tous les navires de retourner immédiatement au port s'ils sont en train de sortir et de suspendre leur transit vers l'Iran si leur prochaine escale est en Iran. N'essayez pas de violer le blocus. Les navires seront arraisonnés pour interception et saisis s'ils transitent vers ou depuis un port iranien. Faites demi-tour ou préparez-vous à être arraisonné. Si vous ne respectez pas ce blocus, nous utiliserons la force. Toute la marine des États-Unis est prête à faire respecter le blocus par la force. Terminé. Terminé. Je coupe la communication. Détroit d'Ormuz. Que se passe-t-il là-bas? Que se passe-t-il?
Hier soir, nous avons passé en revue plusieurs noms importants. Oui, nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui est arrivé? Alicia ignore du pays des merveilles. Le super pétrolier Alicia. Il attendait pour entrer. Il est entré. Le pétrolier Alicia, que nous avons vu hier soir, qui est sanctionné par les États-Unis d'Amérique, a franchi le blocus d'entrée dans le détroit d'Ormuz. Alicia a suivi la route. La route créée par l'Iran. Vous vous souvenez des profondeurs que nous avons vues hier, Nesseb, hein? Il a utilisé ce petit canal dans la mer pour traverser l'île de Larak, payer le péage. Nous le voyons là. À toute vitesse. En utilisant la protection de la garde révolutionnaire, il s'est progressivement enfoncé tout près de la côte, longeant les îles, à l'intérieur du golfe Persique. Il reste près de la côte iranienne. Il ne veut pas être attaqué. Alicia se dirige vers l'île de Karm. On the nose. « 20 km/h. Alicia se déplace ainsi actuellement. Cap au nord. Et attention, ce n'est pas le seul. Un autre qui lui a échappé. Vous voilà. Vous aussi, il vous a échappé. On le voit là. Le prochain navire qui a également échappé au blocus d'entrée. Pas de sortie. D'entrée. Cap. Elle est de Karm. Elle avance pratiquement au même rythme. Agios et Alicia. L'un devant pour ouvrir le convoi, l'autre derrière. Qui d'autre avons-nous ici? Murlikisham. Murlikisham aussi a été attaqué. Il est déjà entré la veille. Et il se dirige vers l'île de Karm. En ce moment, nous pourrions en avoir. 1, 2, 3. 4. Et jusqu'à 5 pétroliers en route vers l'île de Karm. On a parlé hier soir du RHN, ce navire dont ils ont changé le nom. Il a également traversé depuis la zone de mouillage d'Oman. Il a pris la direction du nord, tout près de la côte iranienne. Et il a commencé à entrer. Richie Stark. Richie Starry. Que se passe-t-il avec Richie? Richie est chargé. Il attend de partir. Richie Starry attend de pouvoir sortir.
Mais il ne peut pas sortir. Un autre qui attend aussi de pouvoir sortir, c'est le Serenti. Il est près de la côte iranienne. Et Oceanaki. Aussi, ils sont petits. Ceux-ci sont petits. Nobla. D'où vient Noblé? Voyons ça maintenant. Parce que c'est super important. Rendez-vous compte. Je pense que on pourrait dire que la stratégie est peut-être de les laisser entrer mais pas sortir. Eh bien, regardez. Nobla. Noblé a traversé la zone. Et maintenant, il est en train de sortir. Il a payé le péage. Noblé a payé le péage. Juste là. Voyons si Nobler est soumis à une quelconque sanction. Pavillon des Bahamas. Je cherche des informations. Il n'y a pas de preuve publique qu'il fasse l'objet de sanctions. Destination déclarée, Oman. Voyons où ce navire a chargé sa cargaison. Au cours des derniers mois. C'est très intéressant de voir ces choses-là. Je veux vous avouer quelque chose. Je suis en ce moment. Super. Je suis très impliqué car le sujet des navires m'attire beaucoup. Je trouve ça curieux, toute cette histoire. Comment cela se fait-il qu'il puisse charger? Quelle est la capacité de ce navire? 20 000 tonnes liquides. Combien de barils cela représente-t-il? Combien de pétrole peut-il transporter? Noblé. Il n'est pas très grand. Ce n'est pas très grand. 150 000 barils. Mais il semble que, d'après les informations que nous recevons ici, ce pétrolier, ce petit pétrolier, il ne charge pas habituellement en Iran. Il a été à Oman, il a été aux Émirats arabes unis, il a été en Irak. Il a été en Inde, il a été en Turquie, il a été en Chine, Canal du Suez. Mais non, il a été en Iran. On pourrait penser qu'ils le laisseront passer car il va vers Oman. Les États-Unis ne veulent peut-être pas nuire à certains navires. Surtout s'il s'agit de navires d'alliés de la région. Il y a ici une véritable mer de pétroliers, ce qui est très frappant. Allons les voir. Regardez la tâche que nous voyons ici. Cette zone que nous voyons, 2 Bandar Abbas. Ici, les grands pétroliers ne peuvent pas entrer. Donc quand on dit à l'un d'eux de faire demi-tour, il doit faire demi-tour et sortir. Ceux-ci font partie de la flotte iranienne. Ils sont amarrés là depuis des mois. Ça, c'est sûr qu'ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas, ils n'entrent pas, ils ne vont nulle part. Que se passe-t-il avec le pétrolier? Eh bien, l'Ouma est aussi là-bas, à l'ancre. Et il semble qu'il ne veuille aller nulle part.
Nous allons vérifier si l'UMA fait l'objet d'une sanction, car c'est possible. Sinon, il attend peut-être que les États-Unis baissent la garde et pouvoir s'infiltrer. Je suppose que s'il n'y a pas de cessez-le-feu et que la situation continue comme elle est, un assaut contre un pétrolier est imminent. Oma, famille, est-ce qu'UMA est sanctionnée? Question posée ici dans Stratégie militaire, en direct actuellement. Si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, mettez vos likes, vos commentaires. Nous allons maintenant passer à des images du Liban dans quelques secondes. Ne ratez pas ça. De ce qui se passe. Oma. Eh bien, Ouma ne s'appelle pas comme ça. Premier problème que nous voyons. Le nom est faux. Nom d'Ouma. Le vrai nom. Daphnia Ametis. Drapeau de Singapour. Opérateur Apnia Limited. 345 000 barils de pétrole. Il n'apparaît pas sur les listes publiques de sanctions. Où Uma a-t-il été chargé pour qu'il soit ainsi ancré et qu'on ne le laisse pas sortir? Ça n'a pas l'air bon, hein? Nous regardons maintenant. La liste des navires d'hier soir a été modifiée et il y a des changements, hein? Il y a 2 zones de blocage. Une zone, c'est celle que nous voyons ici, celle d'Oman. Bandareja, toute cette zone ici. Et une autre zone de pré-blocage. Avant d'entrer dans le détroit d'Ormuz, cette zone que nous voyons ici. Ce qui pourrait nous faire penser, passons à la carte, qu'il y a 2 zones de délimitation pour ce blocus. L'une serait celle que nous allons voir maintenant. Première ligne que nous allons tracer. La voici, ligne rouge. Deuxième ligne que nous allons tracer. Lorsque les navires entrent dans ce périmètre, ils sont examinés. Et beaucoup d'entre eux décident de ne pas continuer ou de rester dans une zone intermédiaire. C'est celle que nous voyons là. Comme c'est précisément ce groupe. Nous voyons que presque tous, ou pratiquement tous, sont sanctionnés. Sinon, pourquoi serait-il là, à l'ancre? Mais la stratégie des États-Unis pourrait même être intelligente. Cela représente un coût économique très important pour l'Iran. Ils disent déjà qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les salaires des militaires et de la garde révolutionnaire. Si cela continue ainsi pendant 3 semaines, ils se retrouveront sans un sou. Drapeau du Mali, Start Advance. Je crois qu'on ne l'a pas vu hier, celui-là. On va le regarder. Pétrolier. Tres. 346 000 barils. 1998. Changement fréquent de nom. Drapeau du Mali. Risque moyen. Non sanctionné. Mais c'est une bombe à retardement. Día 1998. 1998, ce navire ne devrait pas être à flot. Super vieux.
très très vieux. Il est à côté d'un autre. Il y a apparemment un autre pétrolier qui est en train de le ravitailler en carburant, en transférant du carburant d'un côté à l'autre. John Tai. Voyons celui-ci. Nous en avons vu un au nom similaire hier soir. Voyons celui-ci. Nous sommes en direct. « 228 mètres, un demi-million de barils. Non répertoriés, mais à haut risque. Regardez ici comment d'autres transfèrent à nouveau d'un navire à un autre. Kate. Par exemple, Kate fait aussi du soûtage. Mon Dieu, celle-ci n'a vraiment pas l'air nette. Ça a l'air louche, hein? Eh bien, ça n'en a pas l'air. Ce n'est pas sanctionné. Beaucoup de changements de nom. Mais ce n'est pas sanctionné. Il a des liens avec l'Iran et avec la Russie, mais il n'est pas sanctionné. Celui-ci est nouveau. Celui-là, c'est un gazier, Primo 3. Allons le voir. Primo 3, il n'apparaît pas comme sanctionné. Navire ancien, 1999. Nous voyons qu'il y a des navires qui se chevauchent, certains sanctionnés et d'autres non. Donc, un travail assez conséquent pour la marine des États-Unis d'Amérique. C'est bien plus compliqué que ce qui se passe au Venezuela. Au Venezuela, le nombre de navires était limité à une vingtaine. Ici, on parle de plus de 60 navires à surveiller. Directement et indirectement, plus de 200 navires. C'est authentique, c'est de la folie. C'est une véritable folie. Allons au Liban. Que se passe-t-il au Liban? Quoi? Vidéo d'FDI. Vidéo. 5 divisions avancent vers le nord de la rivière Litanie. Netanyahou qui a parlé. Il n'a cessé de dire que nous sommes en train de frapper l'Iran. Nous sommes en train de frapper l'Iran. Allons le chercher. Nous sommes... La grande bataille en ce moment au Liban. La bataille... Elle se déroule en ce moment dans une ville. Nous allons voir des vidéos, des images et plein d'infos sur ce qui se passe en ce moment. Famille, c'est très important. Comme je le dis toujours, aimez et partagez le direct. On continue de parler d'un possible cessez-le-feu, mais pour l'instant, Israël poursuit ses actions. De plus, il a donné l'ordre d'éliminer tous les membres du Hezbollah le plus rapidement possible.
Où sommes-nous? C'est la première chose à laquelle nous devons prêter attention dans la grande bataille qui se déroule actuellement contre le Hezbollah, c'est l'orographie. Ce territoire que nous voyons ici est un territoire israélien. Il est à une altitude plus basse que celle du Liban. Ce que nous voyons ici, ce sont les montagnes d'où l'on a une très bonne vue sur cette zone israélienne. Ces montagnes que nous voyons ici. Maroun al-Ras est la colline que nous voyons à cet endroit. Et Israël, avec l'une de ses divisions, a lancé une attaque frontale depuis son territoire, traversant vers l'intérieur, traversant cette zone avec la colonne ou la ligne de chars, montant vers la colline. D'abord, elle avait été balayée par la force aérienne, détruite par l'artillerie, prenant cette position en hauteur et observant la vallée de Binjbeil, celle que nous voyons ici. D'ailleurs, les informations que nous donnons ne mettent en danger aucune opération militaire, ce sont des informations publiques. De plus, cette partie de l'opération est déjà terminée. C'est-à-dire que la première étape a eu lieu pendant les premiers jours de la guerre. De prendre le mont Al-Ras, celui que nous voyons ici, et d'établir une position de tir dominant toute la ville. Ça a été le premier point. Ce qui s'est passé ensuite, eh bien, nous allons mieux le marquer pour que les gens le voient et le comprennent de cette façon. Nous allons le peindre en bleu pour qu'Israël soit visible là. Voilà. Merci. Israël prend cette position. Depuis cette position, il fait ce qui suit. Pour éviter dans un premier temps le combat rapproché à l'intérieur de la ville. Merci. Inutile de le dire, on prend Yaron. C'est déjà détruit. Yaron, cette localité ici a déjà été prise et détruite. Toute l'infrastructure terroriste. Et donc à partir de là, ce qu'on fait, c'est ceci. On prend un Embel et on commence à tourner. On forme un cercle depuis la position initiale. C'est ce que fait Israël. Nous allons le garder ici. Nous gardons ce cercle et maintenant vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Maintenant, nous allons dessiner où il reste encore des forces du Hezbollah en train de combattre. Quelle est la zone où le Hezbollah a encore une présence? Celle que nous voyons par là. Elle est là. Pourquoi de cette manière? Israël quitte les hauteurs sans entrer dans le village. Il descend par cette zone ici. Il continue à couvert dans cette zone et remonte pour prendre de la hauteur dans cette autre zone. Celle que nous voyons ici. D'ici, il reprend à nouveau le contrôle de ce qu'il y a juste en face. La guerre du Liban est une guerre tactique. C'est une guerre qui, contrairement à Gaza où tout est plat et il y a peu de collines, il y a une colline au nord, dans la zone de Yavalia, qui a été rapidement prise justement pour avoir la supériorité sur le terrain. Et ensuite, ils sont descendus par l'arrière pour couper la sortie, l'arrière-garde de l'ennemi. On pourrait donc dire que oui, cette zone aussi a été prise ou coupée par ici. Et cette zone en hauteur que nous voyons ici aura été prise. Ce point ici est clé. Celui que nous voyons. Maintenant, pourquoi est-ce si important pour Israël? Pourquoi cet endroit est-il si important? C'est le siège du commandement. Pourquoi?
parce que c'est celui du Hezbollah. C'est ici que Nasrallah a prononcé ce discours menaçant Israël dans ce stade. Il est apparu là-bas il y a longtemps. Vous savez déjà qu'il est mort. Et c'est un endroit qui, stratégiquement, comme je l'ai dit, est important parce que, regardez, depuis cette zone, ils peuvent lancer de l'artillerie, des drones, des roquettes. Ils peuvent attaquer de toutes les manières possibles et imaginables. Une zone frontalière où il y a des localités israéliennes tout autour. Regardez. Nous allons indiquer rapidement combien il y a de localités dans cette zone, pour que vous vous en rendiez compte. Imaginez une infiltration ou un assaut comme celui du 7 octobre depuis le Liban sur ces villes. Des villes qui ne pourraient pas se défendre, qui seraient seules pendant des heures, voire des jours, sur un terrain où il serait très difficile de combattre. Les FDI se retrouveraient dans une situation pire que celle de Gaza. Je répète. Si le 7 octobre s'était produit au Liban, cela aurait été bien pire qu'à Gaza. Les capacités de l'ennemi auraient été doublées par le terrain. Ils auraient pu se cacher n'importe où, s'emparer de localités entières en prenant des otages et créer un véritable chaos. Regardez simplement cette ligne que nous voyons là. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 localités, et on pourrait continuer à en ajouter. Ici, on pourrait en ajouter une autre, 7. Et les deux que nous avons ici. Ces gens étaient livrés à eux-mêmes. C'est comme on dit en Espagne. Ces gens étaient militairement sans défense face à une attaque surprise du Hezbollah. Tout se serait produit en quelques minutes. D'abord, une méga-attaque lancée avec des roquettes, des mortiers, suivis d'un assaut massif sur toute cette zone. Israël ne pourrait pas les défendre. Et regardez, le type d'orographie qu'il y a, ce n'est pas rien. Hezbollah préparait ici une puissante armée pour franchir de l'autre côté. Regardons les images. Allons-y, que se passe-t-il au Liban en ce moment ? Des lanceurs continuent d'être détruits, des lanceurs mobiles et des lanceurs fixes sous des bunkers. Des véhicules également. Personnel militaire de Gizola. Ils continuent d'attaquer des positions fortifiées dans des maisons de civils. Bâtiments, usines, entrepôts. Dans les airs, Israël est imparable. Ses capacités militaires ne faiblissent pas un seul instant. Comment s'y prennent-ils au sol ? En détruisant, en se frayant un chemin, en démolissant. Ils transforment le sud du Liban en une nouvelle Gaza. Je ne vais pas entrer dans le débat pour savoir si c'est justifiable ou non. Je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, je ne vais pas l'expliquer à nouveau ni essayer de justifier quelque chose qui est évident. Il y a des infrastructures terroristes dans les habitations situées juste à la frontière entre le Liban et Israël. Et toute cette zone a été colonisée, je le dis sérieusement, colonisée par l'Iran. C'est une province iranienne. Il n'y a rien d'autre. Images. Regardez cette explosion. Là, on voit même les munitions en train de brûler.
Ce n'est pas la faute d'Israël si l'Iran a colonisé le Liban. Ce n'est pas leur faute. Hier, nous parlions du fait que, je crois pour la première fois de l'histoire, le Liban et Israël se réunissaient pour négocier un cessez-le-feu ou un plan d'action conjoint contre le Hezbollah. Le Hezbollah est inquiet et a tiré des roquettes depuis ce matin. Et des salves de 20, 25, 30 roquettes. Sans aucune peur, ils continuent à faire ce qu'ils font, ils restent sur leur lancée. Et leur ligne, c'est de dévaster le Liban le plus longtemps possible. Nous voyons plus d'images. Celle-ci vient d'un drone, 2006. 6. Dans cette maison, des soldats israéliens sont morts pendant les combats de UX-1006. Eh bien, elle a été détruite. Cela a pris des années, de nombreuses années, mais elle a été détruite. L'histoire est là. En 2006, de nombreuses erreurs ont été commises durant cette guerre. Et il y a eu énormément de pertes. Aujourd'hui, la doctrine militaire israélienne a complètement changé. La technologie a également énormément aidé à ce que tout cela soit réduit en poussière. Vous le voyez là. Énorme explosion à l'intérieur. 2006. Là-bas, le lieutenant-colonel Roy Klein et 7 soldats ont été tués. Merci. Mémoire aujourd'hui. Repose-toi un peu plus. Vincheville. C'est la même. La population dont nous parlons. Attention, car l'histoire de Roy Klein n'est pas une histoire ordinaire. C'est un héros d'Israël. Pourquoi ? Année 2006. Roy Klein combattait. Abi Shfei avec d'autres soldats. Recruté en 1994 de la brigade parachutiste. Ils ont créé l'unité de reconnaissance Egoz, une unité d'élite de la brigade Golani. Ils devaient mener des incursions contre la guérilla du Hezbollah. Son unité a été l'une des unités sélectionnées. C'était un leader. Année 2006. Dans une embuscade du Hezbollah, ils ont lancé une grenade à main par-dessus le mur qui séparait les militaires du Hezbollah de ceux de Klein. Klein s'est jeté sur la grenade dégoupillée, en l'emportant avec son corps. L'explosion de cette grenade, pour protéger ses camarades, ils disent, ceux qui étaient là, qu'alors qu'ils sautaient sur cette grenade, Klein récitait le schéma Israël. Les mêmes soldats le disent, ceux qui étaient là, que dans les premières minutes, pendant qu'il agonisait, avant de mourir. Il a donné l'ordre de se concentrer sur un autre lieutenant qui avait été blessé, et un autre soldat blessé qui est également décédé. Ensuite, il a remis sa radio cryptée à un autre officier, qui a pris le commandement de la force. Et il est mort.
Famille, nous sommes en direct en ce moment sur Stratégie militaire. Une nuit de plus, un jour de plus. Quelles histoires incroyables. Chacun d'eux a une histoire à raconter. Chacun d'eux a quelque chose à dire sur ce qui se passe. Nous avons plus de vidéos. Préparez-vous à ce que vous allez voir de la part du Hezbollah. Nous n'allons pas quitter le Liban. Nous allons compter les super chats, car il y en a beaucoup, et je ne veux pas qu'on les oublie aujourd'hui. Ni qu'on le laisse passer. Allons-y, voyons. Votre super chat, la famille, vos commentaires, ce que vous dites, ce que vous apportez, c'est toujours super précieux. Sur ce qui se passe. Maintenant, je vais aussi vous dire, avant les super chats, je vais expliquer la situation. Il en reste 13 jours, 13 ou 14 jours, pour l'arrivée de l'USS Boxer et du porte-avions Airbus. Il faut trouver du temps. Si cela implique qu'ils se retrouvent à Islamabad, envoyez un avion, que JD Benz y aille et refasse un tour. Ce n'est pas grave. Si cela implique peut-être qu'Israël doive arrêter de faire pression sur le Liban pendant une semaine. Ce n'est pas grave. Le résultat est celui que vous allez voir. Et on le découvrira à la fin de cette histoire. Soit ils livrent l'uranium. Ils arrêtent d'enrichir l'uranium. Et le pétrole passe sous contrôle des États-Unis. Des États où l'Iran retournera à l'âge de pierre. Pour les États-Unis, ça n'a plus d'importance. Ils vendent plus de pétrole que jamais. 5,2 millions de barils. Merci par jour. Ou par mois, je crois. Par jour ou par mois. Je crois que c'est par jour, parce qu'il y a 23 super pétroliers qui vont charger là-bas. Et ils ont réservé. C'est-à-dire, il est en train de se faire un tas de fric. Trump gagne de l'argent à gogo. Il se fiche complètement de ce qui se passe dans le golfe Persique. Ça ne le dérange pas. Anita, Shalom, stratégie, les exécutions en Iran ne peuvent être stoppées. C'est déchirant, tout le monde le sait. C'est terrible, Anita. On ignore si le pape. Passons au pape. On en parle, Anita. Nous ne savons pas si Léon XIV va aller en Iran. Également pour aller y voir ceux qui vont être exécutés. Voilà le pape qui arrive au Cameroun. Le pape n'est pas un politique, mais il est accueilli comme un chef d'État. Il est chef d'État du Vatican, bien sûr. Et la fanfare sonne mal, non? Voyons ce qui se passe là, dans la dernière image. Il y a une petite altercation. Où ces deux-là, là-haut? Voyons ce qui se passe. Ils se poussent. Regarde bien, hein? C'est un désastre. Je vais dire quelque chose. Les pays africains... Voyons comment je peux expliquer ça sans que ça sonne mal, parce que les gens vont ensuite mal l'interpréter. La question du protocole de la sécurité? Quand on parle de dictature, de généraux et de tout un tas de gens bizarres qui traînent partout, c'est un vrai désastre. Et ça, c'est l'un des exemples. Une escorte, pratiquement à en venir aux mains avec un militaire. C'est l'une des choses qui arrivent, non? Eh bien, Léon est en Afrique. Léon part en Iran pour stopper des exécutions, il va y atterrir. Il sera accueilli par Arachi, les frères chrétiens, comme ils disent. Ceux qui tirent des missiles en mémoire du Christ. Ils sont allés jusqu'à lancer un missile en mémoire de la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Vous pouvez le croire? L'Iran a même lancé un missile en affirmant que c'était pour Jésus-Christ.
Merci beaucoup, Javier. Merci beaucoup, Angel. Javier, encore une fois, il est là-bas. Yeri, j'aime tes stratégies. J'espère que ce sera pour Israël. Je suis un bot, je n'existe pas. Donc de l'amour pour Israël. Trump ne doit pas pousser Israël à stopper ses attaques contre le Hezbollah. Israël doit éliminer le Hezbollah en Israël. Non, Rudel, écoute, dans cette analyse, je pense qu'on essaye juste de gagner du temps. 5 divisions opèrent en ce moment au Liban, comme nous l'avons vu dans cette vidéo que nous montrions ici. Je pense que c'est une opération assez ambitieuse pour 5 divisions. Je pense qu'il en manquerait 3 autres, ce qui ferait 30 000 soldats de plus. À peu près. Rends-toi compte que, à peu près, selon la doctrine militaire d'Israël, je crois qu'ils sont environ 10 000 à peu près. Et 10 000 à 20 000 soldats. Disons environ 15 000. Parce qu'ensuite, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils réunissent beaucoup de brigades de différents groupes et que chacune a ses propres missions. C'est-à-dire, ce ne sont pas 15 000 qui combattent en première ligne, mais il y a le renseignement, de l'ingénierie logistique, des communications, de l'artillerie, des unités mécanisées, tout est là. Ce que nous voyons ici, remarquez qu'au point le plus important, qui est la zone dont nous parlons, Yashemona, dont nous parlons, Beit Yael, toute cette zone. C'est pourquoi nous commentons, je vais remonter un peu le graphique, ce sont des unités qui ont été à Gaza. C'est-à-dire, ce sont des unités avec une expérience déjà confirmée au combat pendant pratiquement 3 ans, pour le faire maintenant en octobre, 3 ans, depuis le 7 octobre, et elles ont déjà énormément d'expérience. Ce sont aussi des unités engagées depuis 3 ans et qui doivent aussi se reposer. Rends-toi compte que ce n'est pas parce qu'il y a un cessez-le-feu au Liban qu'ils vont quitter le Liban. Imagine que demain, on annonce un cessez-le-feu, on reste là où on est, la ligne reste là. On se repose 1 ou 2 semaines, on renouvelle le personnel, on fait venir du nouveau personnel, on fait partir du personnel pour qu'ils se reposent, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils voient de leur famille et qu'ils reviennent reposer. 1 ou 2 semaines plus tard. Et on donne un autre coup de collier. Nous maintenons la zone de sécurité, oui, le Hezbollah va se réarmer. Dans la zone nord de la position, oui, ils vont se réarmer. Mais ils n'ont pas de capacité aérienne. Ils ne l'ont pas. Donc là, ce sera impossible pour eux. Attention à la vidéo que nous allons montrer du Hezbollah dans quelques secondes. Au fait, les États-Unis ont envoyé une délégation au Somaliland. Merci. Le Somaliland a offert son territoire pour que les États-Unis puissent y opérer, afin que, en cas de devoir attaquer les Houthis, ils puissent lancer les attaques depuis là-bas. Nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité car des attaques peuvent être lancées depuis la région du Somaliland pour assurer la sécurité de la mer Rouge. La mer Rouge qui, selon l'Iran, sera fermée dans les prochaines heures si les États-Unis ne lèvent pas le blocus sur le détroit d'Ormuz. Nous verrons bien ce qui va se passer avec ça. Et il faut aussi rester très attentif. Entrer, c'est une chose. Sortir, c'en est une autre. Jesse, c'est comme ça. Du point de vue des États-Unis, ils veulent qu'ils entrent, qu'ils chargent, et quand ils sortent, ils prennent le pétrole et l'emmènent aux États-Unis ou ailleurs pour le vendre sous le nom des États-Unis. L'Iran a déjà une capacité de production très limitée parce qu'il n'a pas de capacité de stockage. Quand les réservoirs de stockage de pétrole sont pleins, sur l'île de Kar, on ne peut plus en mettre davantage. Si on ne peut plus en mettre, il faut arrêter la production. Si la production s'arrête, on perd de l'argent. Pas de pompage, pas de revenus. C'est comme ça. Sol Calderon, merci beaucoup. Merci Sol pour ce super chat. Merci pour tout et Stratégias Gassian. Que Dieu te bénisse. Merci. Javier, merci beaucoup mon ami. Le mieux, c'est de lui garantir un débouché captif pour son pétrole dans le détroit.
Bien sûr, Monica. Invite Antonini. Je ne sais pas qui est Antonini. Cudelia, merci beaucoup. Salutations depuis Porto Rico, plein de succès, chacha. Israélien, restaurant Eclipse, Gibraltar. Ah, d'accord. Gilbar, Gilbar et Sally. D'accord. Voyons voir ça. Super chat, merci René de me le rappeler. Regardez bien cette vidéo. Nous l'avons préparée. Ici, nous sommes toujours très bien préparés. Attention à cette vidéo. Attentat terroriste. Multiple. Groupe lié à l'Iran, Ashraf al-Jami. 2 attaques contre des sites juifs, l'un en Macédoine, dans une synagogue, et un autre dans un restaurant à Munich, en Allemagne. Média. Vidéo publiée par eux. Bombe incendiaire. Et là, on voit leur logo. Leur logo est typique de toute cette racaille. Fusil de précision, Dragunov. Drapeau, mais ordinaire. Et encore la même chose. Mais l'Europa. Il dit que cette guerre n'est pas sa guerre. Ils ont commis un attentat en Macédoine, un autre en Allemagne. Et ce n'est pas la guerre de l'Europe. L'Europe n'a rien à voir avec ça. L'Europe détourne le regard. Chita Fuentes. Merci beaucoup, Chita. Il faut prendre conscience de sa situation. Tout ça, non? Il faut se rendre compte où tout cela en est. Et ce qui se passe. Il y a des groupes terroristes en liberté en Europe. Ils attaquent désormais ouvertement les communautés juives. Mais le niveau d'alerte n'est pas augmenté avant de quitter le Liban. Merci de ne pas trop rire, juste un peu. Amal. Amal qui constitue le volet idéologique du Hezbollah. D'abord, il y a eu Amal, et ensuite, il y a eu le Hezbollah. Amal déplore la mort de... l'un de ses vétérans. Voici la créature. Il avait 80 ans quand il est allé rejoindre le Créateur. 80 printemps. Incroyable. À ce rythme, ils vont faire sortir les gens. Des maisons de retraite pour combattre. Au fait, il y a quelques jours, nous voulions parler de quelque chose. Ah ouais, oui. À propos du détroit d'Ormuz. Cette image est très bonne. Vous vous souvenez qu'on parlait des profondeurs où les navires peuvent naviguer? Dans ce cas, les pétroliers. Les lignes rouges que vous voyez. On a grandi par ici. Ce sont des lignes où il n'est pas sûr pour les pétroliers de circuler. Quand même, regardez, parce que l'île d'Arak est là, et elle est marquée en rouge. C'est pour cela que l'Iran fait passer les navires par là, car il n'y a qu'un passage très étroit. Et s'ils ne passent pas par là, ils peuvent avoir un problème. S'ils passent non par là, ils doivent payer. Et s'ils ne paient pas, ils les coulent. Directement.
Alors faites un peu attention. Quelle est la situation? Au fait, ces superpétroliers qui ont traversé et qui se dirigent vers l'île de Car suivant la ligne rouge. Pourquoi suivent-ils la ligne rouge? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? On. Sama. Alicia. Et Agios avançant sur la ligne rouge. Pourquoi? Comment est-ce possible? C'est la ligne rouge. Ils ne peuvent pas y naviguer. Le tirant d'eau est insuffisant. Parce qu'ils sont avides. Ils sont avides. C'est ce que nous voyons. Cela montre qu'ils sont vides, sinon ils ne pourraient pas prendre la ligne rouge. Nous savons donc qu'ils ne sont pas chargés. Ils vont aller charger. Mais ils ne sont pas chargés. Donald Trump, qu'est-ce qu'il a dit? La Chine est très contente que Joe ouvre le détroit d'Ormuz en permanence. Il n'est pas ouvert. Je le fais aussi pour eux et pour le monde. La situation, ça ne peut plus jamais arriver. Ils ont convenu de ne pas envoyer d'armes à l'Iran. Le président Xi. On se prendra dans les bras dans quelques semaines à mon arrivée. Nous travaillons ensemble de manière très professionnelle, très correcte et très bien. Se souvenir. Nous sommes très bons pour combattre. Si nous devons le faire, mieux que quiconque. Trump, il va bientôt visiter la Chine. La Chine envoie-t-elle des armes à l'Iran? Imagine le Liban. Hier, quelque chose est tombé. C'est un projectile. Regardez bien la vidéo. Hezbollah. Il pourrait s'agir d'un canon de fabrication chinoise. Ils utilisent cela pour tirer sur des zones peuplées. Des écoles, des terrains de sport, des maisons. Mais le pape n'a rien à dire. Pedro Sanchez non plus. Emmanuel Macron encore moins. Et l'Union européenne dit que ce n'est pas sa guerre. Nous allons voir. Photo de Naïm Kassem. On voit la structure créée. C'est une structure renforcée en ciment. Une sorte de petite cabane fortifiée, cachée dans la végétation. Merci. On voit là accrochées les photos de Mokjaba, de Nasrallah et de Kassem. C'est ridicule, ces gens-là, c'est du fanatisme pur et dur. Et ici, nous voyons le canon. Un canon de 122 mm. Intercepter le projectile est difficile. Ils prennent des mesures pour le tir. Ce que nous voyons sur la partie gauche, c'est une corde qui est utilisée pour tirer. On tire depuis l'extérieur. C'est une pièce d'artillerie tractée, amenée et installée, là, avec un véhicule. Ils lui ont construit une sorte de bunker. Regardez comment ils l'ont conçu. Pour soulever le canon. Et là, on voit aussi quelque chose de très intéressant. Très intéressant. Ils ont une portée étendue. Ils peuvent atteindre jusqu'à 21 km. Et là, on les voit. Nous entendons un peu de son. Nous entendons de...
Nous les voyons tirer avec cette pièce d'artillerie. Ils effectuent environ 3 tirs, ou 4 tirs rapides, en une série de tirs rapides. Curieusement, nous savons qu'ils travaillent à la limite de la portée pour une raison très frappante. Il existe une technique de tir d'artillerie qui commence à tirer sur une même cible. Tu commences à tirer avec le canon incliné, un angle plus grand, et tu commences à descendre si la cible sur laquelle tu tires était à portée proche, c'est-à-dire si elle était à moins de 20 km. Il pourrait commencer à tirer en visant plus haut et à baisser le canon petit à petit. Les projectiles frappent en même temps ou dans une séquence plus rapprochée sur une zone, mais ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons ici, c'est qu'ils ne changent pas, ni ils n'ajustent leur tir. Remarquez que lorsque le canon tire, il bouge. Il ne réajuste pas le tir. Du coup, il tire, juste pour tirer au hasard. Cela peut tomber dans une zone ouverte, en rase campagne. Cela peut tomber sur une maison. Donde le dedo es donde le dan. Et ensuite, eux, ils filment la scène de l'intérieur et de l'extérieur. Cela aussi doit attirer notre attention. Voyons maintenant la partie extérieure. On est en train d'extraire la douille. Merci. Il ne nettoie même pas l'intérieur du canon, c'est-à-dire, il ne prend même pas le temps de nettoyer. Ils ont probablement reçu un entraînement militaire pour utiliser ces munitions, sûrement fournies par l'Iran. Voyons maintenant l'image extérieure. Nous voyons qu'il se trouve dans une zone boisée. C'est une sorte de cabane qui a été construite là, en béton armé, plus ou moins cachée sous les arbres. Est-ce qu'on peut détecter ça? Est-ce qu'on peut détecter le lancement? Oui. Se puede detectar. Grâce au radar, on peut détecter la trajectoire du lancement. En connaissant le type de munition, Israël peut à peu près calculer. Et sûrement, avec un drone, il voit la signature thermique, parce que quand ça tire, ça produit beaucoup de chaleur, en plus de la fumée produite. Au deuxième ou troisième tir, un drone te localise et détruit la pièce. C'est pour cela qu'ils en font 3. Tirs maximum. Et ils s'enfuient. Ils savent que cette pièce d'artillerie sera détruite. Ce serait intéressant à voir. Regardons. On peut toujours apprendre beaucoup de leurs vidéos. Je le dis toujours, il y a beaucoup d'infos. Il y a une image qui est très intéressante. Ici. Remarquez que dans le mini-arsenal, une sorte d'armoire. Au revoir. Quand ils se lèvent, ils ont 3 projectiles. Merci. Ils ont 3 projectiles, ils n'en tireront pas davantage. Ce qui attire l'attention, c'est que les projectiles sont en très bon état. Ils semblent très neufs, c'est-à-dire ce matériel. Ou ces pièces d'artillerie, cette munition n'est pas ancienne, ou elle est très bien conservée. Contrairement à d'autres images vues plusieurs fois. On voit qu'elles sont mieux conservées. Ce qui signifie qu'elles ont dû recevoir matériel. Ça vient de Chine? Il y a un débat à ce sujet. Il paraît que ce serait un canon russe, un D-30. Ou un de fabrication chinoise. C'est un type 86, je crois que ça s'appelle comme ça. Nous ne le savons pas. On ne sait pas. Mais c'est évident qu'ils ont une certaine capacité d'artillerie. Ils peuvent l'utiliser contre des cibles déjà à l'intérieur du Liban, en le lançant depuis au nord du Litanie. Elle est assez pauvre, l'instruction militaire qu'ils ont. Salutations, stratégie, merci pour ton émission.
L'instruction militaire est assez médiocre, elle semble excellente. Je trouve ça médiocre. C'est une pièce d'artillerie difficile à déplacer. Après 4 ou 5 tirs, ils localiseront ta position et la détruiront. C'est donc un véhicule qui... Tu vas perdre une pièce d'artillerie. Salutations, Stratégias. Merci de nous apporter toutes ces informations. J'avais un doute concernant la nouvelle des attentats contre le pape en Algérie. Est-ce vrai? Des attentats contre le pape en Algérie. J'ai une idée. C'est le policier retraité de Breaking Bad, récemment décédé. Je comprends. Bénédiction et Stratégias, que Dieu bénisse les États-Unis, Israël et Cuba. Prudence. Faites attention à Cuba. Faites attention à Cuba. États-Unis. Il se peut qu'il soit en train d'élaborer un plan en ce moment même. Pour libérer Cuba. En ce moment, la Maison-Blanche pourrait travailler à la libération de Cuba. Cuba, prochaine étape. Prochaine étape du président américain. Cuba, étape du président américain. Qu'est-ce que le président américain a dit? Écoutons-le. De cette attraction cybernétique. Nous faisons cela pour eux. Ils le font pour nous, nous pour eux. Ils parlent de cyberattaque. Ils nous l'ont fait. Nous le leur avons fait. You know, Je ne vais pas te le dire. Quand est-ce que nous avons subi une attaque de la Chine pour la dernière fois? Une cyberattaque de la Chine. nous faisons ça pour nous. Nous faisons ça pour nous. Ils nous le font et nous leur faisons la même chose. Ça a été comme ça pendant longtemps. Nous faisons ça. Je ne vais pas le dire. Nous faisons ça pour... Est-ce que cela va être discuté avec si? Donald Trump va-t-il parler des cyberattaques de la Chine contre les États-Unis? Va-t-il contre les intérêts des États-Unis? La journaliste interroge le président des États-Unis. C'est assez important, mais bon, c'est comme ça. Es como es. La Chine, c'est la Chine. La Chine, c'est la Chine. Ça n'a jamais été facile. But we're doing great with China. Mais nous faisons de grandes choses avec la Chine. I'm the toughest person in China. Je suis le plus dur avec la Chine. N'importe qui dans le monde. Un instant, Je m'écarte. Il y a là-bas le président des États-Unis qui parle. Je me place ici. Monsieur le Président, excusez-moi. les 100% de droits de douane sur la Chine. J'ai imposé 100% de droits de douane à la Chine. Nous n'avons pas De voitures chinoises ici. Nous n'avons pas de voitures chinoises. Non, dans tout le pays. Si tu regardes l'Europe, oui, Tu regardes l'Europe, ils sont inondés de voitures chinoises. C'est vrai. and it's killing their car companies. Ils détruisent leurs propres constructeurs automobiles. Et ils se remplissent de voitures. Il n'y a personne de plus dur que moi. N'oublie pas, j'ai mis 20% de droits de douane à cause de ce qu'ils ont fait avec le fentanyl. J'ai mis 20% de droits de douane à cause de ce qu'ils ont fait avec le fentanyl. Ce qu'ils ont fait avec le fentanyl. La guerre cybernétique. La guerre cybernétique est un point clé de cette histoire. Ils devront en discuter. Ils devront commenter. Que se passe-t-il avec l'économie des États-Unis? C'est important, nous sommes en guerre. Comme c'était il y a 2 mois, comme ça l'était il y a 2 ans, Il était très proche d'obtenir une arme nucléaire. il dit, Nous avions du pétrole. that we'd be selling oil, that oil would be at 92 or whatever it is. Il dit « Nous vendons du pétrole à 91 ou quel qu'en soit le prix. Instead of 200, Au lieu de 200 $, because a lot of people said, oh, it'll be 200. parce que beaucoup de gens disaient « Le baril va coûter 200 $. Il dit, nous le faisons très bien. Il dit « Je pense que nous faisons du très bon travail. Peut-être que les gens supposent que nous allons gagner ça assez rapidement. Il dit « Je pense que nous allons bientôt gagner. Militarily, totally.
Il dit « Nous les avons écrasés militairement. The only thing they have is the Gulf, and I think La seule chose qu'ils ont, c'est le golfe Persique. » Et maintenant, comme il nomme le détroit, et je crois maintenant, je ne sais pas comment ils se sentent. Je le dis, le contexte a changé. Je sais qu'il ne s'est écoulé qu'un mois environ, mais les prix du pétrole ont augmenté de 50%. il dit « Le prix du pétrole est 50% plus élevé. » Le marché des devises a connu un premier trimestre. Tu as raison. Il dit « La bourse connaît une période difficile pendant les 15 premiers jours. » You're up, but they're not up. I thought, I mean, honestly, Il dit honnêtement. Il dit « Je croyais que ça allait être plus que ça. » Et il était prêt à le faire. Trump était prêt à aller jusqu'à 200 $. to stop a nuclear weapon, Pour empêcher que des armes nucléaires soit utilisées contre ce pays, au le Moyen-Orient Orient, ou tout autre au Moyen-Orient, ils s'en prennent à n'importe qui au Moyen-Orient, take out the Middle East. ils allaient balayer tout le Moyen-Orient. Pour les arrêter, It was certainly worthwhile being much ça en a vraiment valu la peine. higher than it is right now. If you told me that we were going to be at only 92, Si tu m'avais dit que le baril serait à seulement 91 $, 92 $ le baril, 92 $, j'aurais été très surpris. je serais très surpris. Et tu sais quoi? Je suis très heureux. Je suis très content. They come dropping down very big as soon as it's over, and I Car ça tombera très vite une fois terminé. Et cela va arriver bientôt. Donald Trump dit que cela va arriver bientôt. Et cela va se terminer rapidement. Pensez-vous que cela va se terminer rapidement? Pensez-vous ici à stratégie militaire, que cela va se terminer très rapidement? Le commandant Mounir, avec un bâton et un missile nucléaire dans l'autre main. Israël doit-il faire confiance à cette négociation? Deux pays qui veulent détruire Israël? Pakistan et l'Iran? Je ne pense pas que ce soit une négociation. Je pense que c'est une alliance. J'espère que chacun en tirera ses propres conclusions. La famille, on est en direct, il nous manque plein de likes en ce moment. D'où nous regardez-vous ce soir? Nuit étrange, très étrange. Nous verrons bien ce qui va se passer. Tout est en jeu en ce moment. N'importe quoi peut arriver. Au fait, il est confirmé que l'Iran a secrètement utilisé un satellite espion chinois pour attaquer des bases américaines au Moyen-Orient, selon le Financial Times. Vous vous rappelez ces images satellites diffusées partout? On commentait et on voyait des avions sur les bases militaires en Jordanie, aux Émirats, au Qatar, en Arabie Saoudite. Eh bien, ce satellite a désigné des cibles pour attaquer les missiles et les drones de l'Iran. La Chine leur a donné l'accès. En parlant de satellites et d'images, faites attention à celles-ci. Regardez bien ce que vous allez voir ici. Quelqu'un se souvient-il de cet endroit? À 40 km d'Isfahan, une piste agricole. Des vols avec des petits avions. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Là-bas, 2 avions C-130 ont été détruits.
Des hélicoptères Little Bird MH6 ont aussi été détruits et l'opération de sauvetage peut-être la plus importante de l'histoire des États-Unis d'Amérique a été menée. Maintenant, l'Iran a bouclé cette piste, a construit un mur de protection autour du périmètre à l'endroit de l'explosion de ces appareils. Et la piste a été remplie de trous et de fosses pour qu'elle ne puisse plus être utilisée. Regardons cela. Là, on peut voir depuis le satellite les traces des lignes de trous pour que les États-Unis ne puissent plus y atterrir. La piste qui se trouvait à 40 km d'Ispahan et qui aurait pu servir de tête de pont lors de l'opération de récupération de l'uranium. Les trous ne pas atterrir. Allons-y maintenant. On y va. Natam! Selon les informations de l'Organisation de l'énergie atomique, l'uranium nécessaire pour construire plus de 10 ogives nucléaires pourrait être réparti entre Ispahan et Natam. Dans les montagnes de Natam, il y a une installation souterraine où une grande partie ou une partie importante de leur uranium pourrait également avoir été stocké. Ici, nous voyons les entrées, renforcées avec une protection anti-explosion contre les munitions anti-bunker. Ensuite, elles sont complètement recouvertes. L'intention est que toute cette terre qui a été retirée de la montagne soit remise dessus pour recouvrir, afin qu'il ne puisse pas lancer de munitions pour pénétrer cette montagne. La montagne de Natam. Bien. Allons voir. Les États-Unis d'Amérique pourraient-ils lancer une opération terrestre pour récupérer l'uranium ? Vous savez déjà que les B-2 ont bombardé quelque chose qui se trouve ici en dessous. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, nous allons leur montrer. Année 2003. Regardez ce qui était caché sous une couche de sable il y a encore quelques mois. Tout ce complexe qui est construit ici représentait la première étape, la première histoire, la dissimulation du programme nucléaire de l'Iran. Natam, un réacteur soi-disant de recherche, comme celui d'Ispahan, où il était en construction, et il l'était. On enrichissait de l'uranium à un niveau pratiquement militaire. Regardez, à cette époque-là, en 2023, il n'y avait peut-être même pas de munitions comme les fameuses GBU, ces énormes bombes qui pénètrent et détruisent en tout. L'Iran a décidé de recouvrir l'installation de terre, quelques millions de tonnes. Et ici, il ne s'est rien passé. Vous voyez, maintenant tout est caché. Avec l'arrivée de ce type de munitions, c'était la zone des centrifugeuses. L'Iran sait qu'il a un problème. C'est pourquoi il décide d'ouvrir une deuxième installation qui est sûrement reliée par un tunnel souterrain. Avec celle que nous voyons ici, qui est construite, celle que nous venons de présenter ici sur la chaîne. Et de cette manière, il se protège contre les attaques des États-Unis d'Amérique
Regardez comment. C'est une super structure. Regardez, l'entrée est très bien faite. Avec une arche de soutien pour résister aux explosions et renforcer la structure. Tu vois ce type de renfort métallique qui est juste ici, qui est construit. C'est pour l'installer ensuite. Ce que montre cette image, merci. Nous allons le chercher par ici. Nous y voilà. Nous allons le chercher. Je l'ai vu il y a un instant. Ensuite, il pose une dalle dessus. La voici. Vous voyez, c'est un camion qui transporte l'une de ces dalles. Pour les installer à ces endroits-là, on utilise des grues. Ici, il y a des grues qui soulèvent chacune de ces structures en voûte pour ensuite recouvrir. Voilà où nous voulons en venir. Les États-Unis d'Amérique peuvent-ils lancer une opération à Natanz? Le chat pense qu'on peut attaquer Natanz par voie par ou terrestre. Merci pour ce super chat plein d'informations. Espérons que Cuba. Il a été libéré. Merci stratégiste d'avoir toutes ces infos. J'avais un doute sur la valeur de la nouvelle. Je ne sais pas. Pour ce qui est de l'Algérie, je n'en ai aucune idée. Les États-Unis préparent une action militaire contre Cuba. Tu comprends mieux quiconque ce qu'elle pense, c'est un mystère pour moi. Ce n'est pas si difficile. Voyons quelque chose pour voir si l'Iran a été malin. Pas très loin de Natanz. Il y a un aéroport militaire. Des missiles anti-aériens de l'époque soviétique. Nous les voyons là-bas. Drones. Drones d'attaque. C'est ben, c'est la première fois qu'on trouve des drones. Un moment historique. Tour de contrôle. Intéressant cet endroit, chaque fois que nous trouvons des drones, c'est très intéressant d'ailleurs. Je veux vous expliquer quelque chose. Ce cercle que nous voyons ici est une disposition classique des armes antiaériennes soviétiques de la guerre froide. Ils forment un cercle à cause de cette batterie de missiles anti-aériens. Elle ne peut pas tirer à 360 degrés, contrairement à aujourd'hui, où les missiles anti-aériens sont placés dans des conteneurs. Ou dans des conteneurs. De type tube ou en conteneur, ils sont lancés vers le haut et, une fois en l'air, ils se dirigent d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas le cas ici. Chaque missile couvre un vecteur, c'est-à-dire que chaque missile surveille un point précis. Par exemple, ce missile que nous voyons ici. Il serait en train de couvrir des menaces qui viennent de cette zone. Vous voyez, cette ligne que je viens de tracer. Ce missile couvrirait les menaces qui viennent de cette zone. Ce missile que nous voyons ici. On ne sait pas où il pointe.
Regarde celui-ci, on voit clairement sa direction. Nous allons le marquer. Il couvre les menaces en direction de cette zone. Plus ou moins. Vous voyez, c'est par là. Celui que nous voyons ici. Plus par ici. C'est, et ça forme une sorte de 360 degrés de protection. Le problème, c'est que tu n'as qu'un seul missile pour protéger chaque vecteur. Ensuite, tu dois recharger, tu dois revenir, réarmer toute la batterie, amener un camion, remonter les missiles sur les lanceurs. Avant de relancer, ce que nous voyons ici, juste au centre, c'est la disposition classique. C'est un radar. C'est le radar. Ici, on pourrait placer un autre radar. Ce qui fait que c'est un endroit où il change la position du radar. Ça peut être celui-ci. Centre de contrôle. Ou le véhicule pour contrôler la batterie. Nous voyons ici une unité de production d'énergie, donc il est possible que ce soit pour cela qu'il y ait des câbles au sol, car ce type d'unité est connecté par câble. Elles sont très anciennes, c'est cela. C'est très spartiate, ce n'est plus vraiment un danger, ce genre de choses. Des systèmes anti-aériens contre une défense anti-aérienne. Contre une défense anti-aérienne, c'est-à-dire face aux contre-mesures et à la guerre électronique, ils sont très sensibles à cette dernière. Et ces radars deviennent aveugles. Il n'y a qu'à demander au Venezuela, précisément. Bon, en regardant par ici des choses curieuses, avons-nous des bunkers ou pas? On ne sait pas encore, il faudrait vérifier. Nous allons examiner cela, ce sont des bunkers. Il est probable qu'il y en ait dessous. Là-bas, oui, parce qu'on voit les entrées. Regardez les entrées. Donc ici, c'est une installation de lancement de missiles. Waouh! Mais en plus, elle est immense. Regarde. Regarde comment les bunkers sont cachés par ici. Je suppose qu'il devait y avoir les missiles pour la défense anti-aérienne, la batterie anti-aérienne ou les drones entreposés. Les drones que nous avons vus juste ici. Regardez la ligne de drones que nous voyons ici. C'est Nathan. Nous sommes à Nathan, près du périmètre nucléaire de Nathan. Cet aéroport pourrait être utilisé si besoin. Pour une opération. Ici, nous voyons un autre poste pour l'artillerie anti-aérienne qui n'était pas utilisé à ce moment-là. Et ceci s'appelle l'aéroport de Kashan. Nous voyons ici l'aéroport de Kashan. Quoi? Je crois que c'est un radar. Oui, c'est un radar. Ceci est une batterie anti-aérienne plus moderne de type Bukem-2 au revoir. Fabrication également d'origine soviétique, une adaptation de l'Iran. Ils ont là-bas leur propre modèle. Au revoir. Et par ici, c'est sûrement la zone de commandement, de contrôle, où sont les chefs. On va regarder par ici aussi. Ceci est l'entrée. Elle est fortifiée, vous voyez? Les voitures restent toujours dehors. Ça arrive toujours. Voici la carrière d'où ils extraient tout le matériel pour construire et plus encore. Cette zone que nous voyons ici, ce sont sûrement des usines de missiles et de composants de missiles. Tout cela est toujours proche des lieux de lancement. Ils construisent tout. Tout le programme complet est construit à proximité. Silos, lanceurs, véhicules, tout. Et cela génère de l'électricité. C'est la centrale électrique qui fonctionne aussi au carburant. Station de traitement de l'eau. Et ce que nous voyons ici fait partie du soutien militaire à Nathan. Parce que Nathan, comme nous l'avons dit, là où se trouve cet aéroport est juste ici. C'est-à-dire, il y a une distance. De 22 km. Je suppose, ou je comprends que l'Iran a dû détruire cette piste pour éviter que les États-Unis d'Amérique puissent y arriver.
Mais bon, il y a des options. Il y a toujours des options. On trouvera toujours un endroit ou quelque chose à faire. Toujours. Et on voit la tâche. Il y a peut-être eu une attaque pendant la guerre précédente. De quand date cette image? Novembre 2025. Non, elle n'a pas été détruite. Cette zone n'a pas été détruite. Novembre 2025. Donc cette image est postérieure à la guerre des 12 jours. Et ici, aucune opération concrète n'a été menée. Faites attention à cet endroit-là. Un autre endroit inconnu. Nous venons juste de le découvrir. C'est un endroit pour probablement la défense anti-aérienne ou le lancement de missiles. Nous voyons l'entrée des bunkers. Nous voyons ici d'autres entrées fortifiées. Et Ici, par ici aussi, cela semble être un complexe de défense anti-aérienne, mais nous n'avons pas de confirmation. C'est définitivement de nature militaire, ce que nous voyons ici. Mais il ne semble pas y avoir eu d'activité récente, au moins en novembre. Cela peut concerner des canons ou des missiles anti-aériens. Mais on ne voit pas grand-chose de plus. C'est la situation. Où ils lui donnent l'uranium, où ils vont aller le chercher eux-mêmes. Victoria, bonsoir à toi et ta communauté. 1000 bénédictions. Je crois que les États-Unis peuvent atteindre Nathan par terre, appuyé par avions, missiles et drones. Pourquoi? Tout est bien protégé, extraire l'uranium est difficile. Les Iraniens ne sont pas prêts, mais jouent à leur carte. Ils jouent chez eux, merci Véronica. L'Iran joue à domicile? Le match de l'Iran à domicile? C'est important pour eux. En plus, c'est facile. Ils jouent à domicile. Ça leur va bien. Un grand merci pour ces abonnements que vous nous avez offerts. Maintenant, nous allons les voir. 50 abonnements et 10. Merci d'aider et de contribuer à la communauté. Merci beaucoup, vraiment. C'est intéressant. Tout cela est super méga intéressant, ainsi que tout ce qui se passe. Des options militaires, il y en a toujours, il y a toujours une option militaire. On peut toujours en arriver à une option militaire. De plus, les États-Unis ont beaucoup d'informations sur toutes ces zones. René, merci beaucoup pour ces adhésions. R. Duran, merci aussi pour ces 50 adhésions. Amen. Merci beaucoup pour cette collaboration. Famille, on s'arrête ici. Merci d'avoir été en direct avec nous. Rendez-vous à la prochaine émission sur Stratégie militaire. Salut à tous.